Congratulations. Oh, incroyable. Jelly fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi now! Rossi ready now! There is going to be a race. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de la boîte à clapper où je suis très content de vous retrouver. On l'avait promis, on a fait un petit épisode pour vous parler de la saison 2025 et là il y a une énorme actu qui nous est tombée dessus hier, donc il fallait qu'on rebranche nos micros et qu'on réunisse l'équipe pour en parler parce qu'il y a trop de choses à dire. Pour ce faire, je suis entouré de l'équipe de choc. Comment va Léo aka Infinito? Bah écoute, comme je le disais avant, je suis en terre inconnue. Je me rappelais plus de comment on enregistrait. Ça fait 30 minutes que je paramètre mon Audacity, mais c'est pas grave, on va essayer de faire de notre mieux. À tout moment, ça sort jamais parce qu'il a cliqué sur le mauvais bouton. Et à tout moment, j'ai le mauvais micro. Maxime, comment ça va? Ça va bien et toi mec, content de revenir. Ah bah écoute, si t'es content de revenir, moi je suis aussi content. Bon, pas de spoiler les gars, vous savez ce qui s'est passé hier. Le MotoGP a annoncé l'arrivée l'année prochaine de Toprak Razgatlioglu. Je pense que c'est pas comme ça qu'on le dit. Et de toute façon, c'est la dernière fois que je vais te dire d'épisode, je dirais Toprak maintenant. Frère, tu t'es noyé. Mais non. L'année prochaine, donc en 2026, Toprak sera en MotoGP chez Yamaha Pramac. Le détail de l'annonce c'est plutôt simple. Il a signé pour 1 an chez Yamaha Pramac. On sait pas trop juste s'il a un contrat Yamaha directement ou un contrat Pramac, j'ai pas vu. Je pense que, vu ce qu'il se disait, vu ce qu'il recherchait avec son manager, c'est plutôt un contrat directement avec Yamaha. Mais il le place chez Pramac, chez l'équipe satellite. J'ai une toute première question, les gars. Pour vous, avant qu'on entre dans le dur, est-ce que vous avez été étonné par l'annonce, Léo? Wow. Oui et non, parce que on en parle chaque année et chaque année c'était repoussé. Il y avait des rumeurs, mais on savait pas ce qui était. On n'arrivait pas à discerner le vrai du faux dans ce qui se disait. Puis on connaît son manager, hein, Sofoglou. Finalement, peut-être que tout ce qui s'est dit jusqu'à là, c'était faux. Cette année, on en parlait, peut-être moins que les 2 années dernières. Et puis même avec l'âge, on avait l'impression que ça s'éloignait pour lui. Donc ça m'a surpris lorsque j'ai vu l'annonce, mais finalement un petit peu attendu tout de même avec les années précédentes, quoi. Maxime, même question. Bah, je suis un peu d'accord sur la conclusion que Léo a, c'est-à-dire que ça fait tellement longtemps qu'on en entend parler et les rumeurs s'intensifiaient quand même dernièrement, donc on s'y attendait un peu. Après, toujours un peu surpris parce qu'on en a souvent entendu parler et c'est jamais arrivé, donc on se disait alors peut-être. mais on attendait surtout l'arrivée de BM en 2027 quoi, avec la nouvelle réglementation, c'est surtout ça qu'on entendait le plus et qui semblait le plus crédible. Et c'était aussi pour ça, tout était lié, on se disait qu'ils les avaient rejoints pour ça aussi en Superbike, tout semblait être tracé comme ça. Et puis surtout le test qui s'était passé en 2023, ça avait pas l'air de s'être super bien passé non plus, et donc le voir arriver sur une Yamaha c'est aussi un peu une surprise quoi. Mais après bon, quand on fait le lien avec Pavesio, si je dis pas de bêtises, qui s'occupait un peu de lui en Superbike, on peut aussi refaire le lien dans le bon sens dans ce cas-là et ça enlève un peu moins de surprise quoi. Ouais, c'est ça, j'ai mangé le nom du mec qui en fait il avait débauché de chez Kawasaki Puccetti à l'époque où il était un peu fâché avec la direction de chez Kawa, qu'il avait fait venir chez Yam et on sait ce qu'il a fait de la Yamaha, il a fait des trucs incroyables avec cette moto. Ensuite il est parti chez BMW et quand cette grande tête entre guillemets de Yamaha est passée en MotoGP, il a essayé de récupérer Toprak. Je crois que c'est Pablo Pavesio qui s'appelle. Oui, je crois que c'est ça. Exactement. Les tests, par contre, je te corrige, c'est 2021, ces tests avec Yamaha. Il n'a pas retesté en 23 ? Je crois pas. Alors attends, que je me précise. Il a fait un test en 2021 à Jerez où on lui était un peu tombé dessus parce qu'il avait pris 2 secondes par Crutchlow. Et après, il a fait un test, t'as raison, en 2023 en Aragon. Et en fait, donc pour tout de suite un peu crever ce truc, parce que de test qui se dit, c'est que Yamaha, ne voulant tellement pas qu'il s'en aille, lui a filé en gros une moto. Genre ils ont jamais voulu la régler pour lui, jamais voulu l'adapter à sa taille, jamais voulu limite ils ont filé la moto de Crutchlow, ils l'ont fait vas-y amuse-toi avec quoi. Et c'est pour ça qu'il s'est fait un peu gifler et c'est aussi apparemment un des ciments de la rupture avec Yamaha à cette époque-là parce que il avait bien compris le petit jeu d'Yam et lui ça lui pétait les couilles.
Donc c'est pour ça que c'est un des arguments principaux qui vont à l'encontre de la hype Toprak qu'on a vu depuis hier. Oui, les tests. Ouais, mais les tests, ça veut rien dire. Vignales, il les gagne tous les tests, il n'a jamais été champion du monde. Donc en vrai, voilà, si les tests ça voulait dire quelque chose, ça se saurait. Avant qu'on parle, on rentre vraiment dans le cas Toprak, je voudrais qu'on parle du World Superbike. Vous le savez, ici c'est pas notre spécialité. De toute façon, même le MotoGP c'est pas notre spécialité, donc vous n'êtes pas surpris. Mais je voudrais qu'on parle de quel impact va avoir le départ de Toprak sur le World Superbike. Je pense que plus de la moitié, voire quasiment le 3/4 des gens qui cliquent sur leur télé pour voir le Superbike, c'est en grande partie parce qu'ils ont envie de voir ce mec rouler. Outre quelques fans peut-être en Italie ou en Espagne, des mecs très fans de Iannone, de Petrucci, de Bautista, voilà. Si on peut penser qui c'est ces mecs étaient fans. Mais en tout cas, je pense qu'il fait vraiment... c'est un gars qui fait allumer la télé, et je reviendrai sur le sujet plus tard. Et il y a de grandes chances que son départ soit une énorme gifle pour le World Superbike en termes d'audience et de nombre de personnes qui se déplacent pour voir les courses sur les circuits. Et j'ai un peu du mal à voir comment le championnat pourrait se relever de ça, parce qu'aujourd'hui, vraiment, les 3/4 de la hype sont faits par lui et par le spectacle. Même si aujourd'hui, avec un Boulega, peut-être que tu peux sauver un peu la mise. Mais je pense que sans l'ajout d'un autre pilote qui vient le remplacer, je vois pas comment tu fais garder de la hype à ton championnat. Qu'est-ce que t'en penses, Maxime ? Bah, c'est un peu leur bête mystique, quoi. C'est un peu, si on peut faire un parallèle, c'est comme un peu McGregor avec l'UFC, quoi. Ouais. C'est-à-dire que ils ont créé une story autour d'un gars qui est devenu un peu plus grand que le championnat. J'ai l'impression. Si on parle World Superbike des 10 dernières années, de qui on parle, c'est Toprak, quoi. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est l'image du championnat, et forcément, quand tu bâtis tout ton championnat et que tu fais du storytelling tout autour de ce gars-là, mais de toute façon, tu peux pas faire autrement, parce que c'est lui qui est au devant de l'affiche, qui a gagné je sais pas combien de courses d'affilée, parce que je l'ai pas regardé l'année dernière, mais je sais qu'il l'a fait. Il a battu le record. Il a battu le record, enfin, il enchaîne les titres, il enchaîne les arrivées spectaculaires au coude à coude, et généralement, c'est lui qui les gagne en plus. Enfin. Et puis, donc, forcément, ouais, tu deviens dépendant de ce gars-là, quoi. En sachant que t'es pas non plus le sport dominant dans ta catégorie, enfin, ou le championnat dominant, pardon, dans ta catégorie. Oui, tu t'attends à ce que, lorsqu'il parte, s'il part dans le championnat du dessus, tu vas perdre de la visibilité, forcément. Léo, qu'est-ce que tu penses de ça ? Quel impact ça va avoir sur le SBK ? Moi, je suis totalement d'accord avec ce que Maxime a dit. Et je pense d'ailleurs que si personne ne le remplace, ou du moins pas un bon pilote, outre le fait que Boulega fait moins allumer sa télé qu'un Toprak, il va surdominer le championnat et on va clairement se faire chier devant les courses. Et on en reviendra peut-être plus tard de qui il va remplacer chez Pramac. Mais pour moi, aujourd'hui, il y a une personne, ça me paraît être le profil idéal pour remplacer Toprak, et en plus il a plus de contrat à la fin, il a la place que Toprak va prendre, c'est Miller. C'est-à-dire que pour moi, Miller, demain tu le mets à la place de Toprak et il me fait allumer la télé, et je me demande même s'il fait pas plus allumer la télé qu'un Toprak aujourd'hui. Alors, on peut enchaîner direct là-dessus. Oui, effectivement, ce qui se dessine le plus là, c'est que Toprak vienne remplacer Jack Miller, l'Australien, qui est actuellement en contrat avec Pramac, mais dont le contrat s'arrête à la fin de l'année. Il le remplacerait pas poste pour poste parce qu'il a un contrat avec Yamaha, et vraisemblablement il prendrait la place de Jonathan Ray. Pour moi, c'est la seule solution qui existe pour sauver un peu le World Superbike. J'adore Miller, je l'aime beaucoup, mais pour moi, je serais curieux, il me ferait allumer la télé aussi pour voir ce que ça donne, voir ce qu'il est capable de faire, mais pas du tout au niveau de Toprak. Je sais pas ce que tu penses, Maxime, mais pour moi, c'est quand même la seule solution viable à court terme pour limiter la casse pour eux. Ouais, après, sinon, c'est voir ce qu'il va faire avec Ducati pour distribuer des bonnes motos à tout le monde, que ce soit Iannone, Petrucci, etc. C'est quand même des gros noms, des mecs qui sont passés en GP, mais du coup, ça renforcera encore plus cette image du championnat des retraités du MotoGP, quoi. C'est-à-dire que t'avais ce fameux crack qui tendait vers le MotoGP et qui c'est un peu le dernier pion qui manquait au MotoGP. Ils avaient tout le monde, tu vois, il leur manquait juste vraiment ce gars-là, tu vois, et que le World Superbike gardait encore.
Et là, du coup, ça ferait vraiment juste tu rajoutes Miller, quoi. C'est un mec en plus qui a pas réussi qui a eu une carrière honnête, tu vois, en MotoGP, et qui va la finir tranquillement en World Superbike, quoi. Moi, je trouve que ça renforcerait juste cette image-là. Après, est-ce qu'ils peuvent bâtir là-dessus? Peut-être Boulega contre les autres, je sais pas après comment ça peut se passer. Mais Boulega tendra aussi à aller vers le MotoGP si ça fonctionne toujours aussi bien. On parlait de wildcard avec Ducati. Je sais pas si ça se fera ou pas. T'es En peut-être fait, plus au courant. il est signé en pilote de développement pour 2026 Ok. pour le nouveau moteur et la nouvelle réglementation et les nouveaux pneus. Donc ce qui se dit, c'est qu'effectivement, il lui ouvre une porte pour 2027. Avec ce qu'il est en train de montrer en Superbike, ça me semble logique. Avec ce qu'il a montré en carrière sur des prototypes, c'est vraiment sa carrière en jeune, c'est pas Alors en jeune, non. Sa carrière en Moto 3, Moto 2, c'est pas la folie. Léo, peut-être que tu me corrigeras, mais je crois que sa carrière avant, c'est pas dégueu. Bah, en junior, ouais, il y a du potentiel. Puis il était soutenu par la VR46, donc c'est quand même qu'il y avait les traces d'un grand pilote. Parce que si on regarde la VR46 jusqu'à Mignot, finalement, t'as que des mecs qui sont arrivés en mondial et qui sont allés assez loin derrière. T'avais même un Fenati qui était complètement débile, mais qui était extrêmement rapide, quoi. Ouais. Et donc c'est qu'il avait un petit truc. Messieurs, je vous propose après avoir parlé de l'impact du départ de Toprak pour le World Superbike, qu'on parle de l'impact de l'arrivée de Toprak pour le MotoGP. Sans parler pour l'instant encore de piste, quel est pour vous, qu'est-ce que ça va changer pour le MotoGP? Est-ce que ça change quelque chose pour le MotoGP? Et je vous pose la même question que se sont posées les amis de Flag to Flag la semaine dernière. Est-ce que c'est l'arrivée la plus historique de la dernière décennie en MotoGP? Maxime. Non, pas l'arrivée la plus historique pour moi, parce qu'on a eu des arrivées comme Pedro Acosta qui étaient quand même très très attendus et qui ont fait beaucoup de bruit. Donc pour moi c'est un peu pareil. Mais je t'ai dit quelque chose tout à l'heure qui m'a marqué un peu, c'est que je me suis dit, l'année dernière, tu vois, où les 2 années d'avant, on attendait les tests de Marc Marquez sur la Ducati et sur la Ducati officielle, mais je pense que l'année prochaine, on attendra les tests de Toprak sur la Yamaha, tu vois. À Valence. Et on regardera vraiment les tests pour ça. Fin de saison, tu veux C'est dire? pour dire ouais, en fin de saison à Valence. Donc c'est pour dire à quel point je pense qu'il aura un gros impact sur le championnat et qu'il arrive en tant que pilote avec une cote et une popularité énorme, beaucoup de charisme. On sait que c'est un gros showman, donc ça fait partie des. Je pense que, tu vois, pour moi, je mets Acosta et lui au même niveau. Après, si je cherche un peu plus loin, je trouve pas grand monde. Mais ouais, ça veut dire le niveau du type quand même. Ça se trouve, on n'a aucune garantie sur son niveau en piste. Mais vraiment aucune. Ah oui, aucune. Parce que les seules datas qu'on a du coup sur lesquelles on peut se baser, c'est vraiment que ces tests-là, même si c'est que des tests, et il a pris des valises à chaque fois. Mais par contre, on est hypé comme des fous. C'est pour dire quoi. Alors, on est hypé comme des fous. Pas tous, parce que regarde la tête de notre ami Léo, ça a l'air de lui en toucher une sans faire bouger l'autre. Non, mais c'est pas forcément ça, mais c'est que pour moi, les personnes qui suivent le World Superbike, alors peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il n'y a pas un public 100% World Superbike. C'est souvent les personnes qui vont suivre la MotoGP et qui ont le temps pour regarder le World Superbike qui vont le faire. Donc j'arrive pas à avoir un impact, en tout cas médiatique, sur la MotoGP. Après peut-être, oui, niveau merch, ça va plus vendre et il y en a peut-être qui vont être attirés à regarder plus en détail, je sais pas. Mais tu vas peut-être amener un public turc, mais même si je suis pas sûr qu'il soit énorme. Après... je vois, Mais enfin, je sais pas. Le retour de l'Istanbul Park, hein. Moi j'y pense. Ah oui. Hein. Déjà ça, et pour la commu turque, je pense pas comme toi, parce que je pense qu'il y a une énorme communauté derrière lui. On a vu, alors bon, c'était pas pour me déplaire, mais Simon Peterson hier qui a pris une déflagration de tweets parce qu'il a dit que, enfin en gros, qu'il serait pas champion du monde. Spoiler alert, on est au courant, merci. Mais du coup, il a pris une énorme déflagration de tweets en turc, du coup qu'il n'arrivait pas à comprendre. Donc vraiment, je pense qu'il y a vraiment une grosse communauté. Je te rejoins sur ce que tu dis, Léo. Il n'y a pas de gens qui regardent le World Superbike et qui ne regardent pas le MotoGP. Ça n'existe pas. Ça vraiment, non, il n'y a pas de gens qui vont se dire je vais aller regarder MotoGP. C'est quoi ce truc là? Il y a Toprak, on va regarder. Mais par contre, en fait, il a une telle dimension, je l'ai dit 1000 fois ce mot, mais il a une aura incroyable. Il a un charisme de fou furieux. Et je vous le dis, je pense que
il y a que un mec sur la grille MotoGP aujourd'hui qui peut se targuer d'être aussi spectaculaire que lui en piste, quoi. Franco Dans le Morbidelli. tapis. Ouais, voilà, c'est ça. Somme 400. Et en fait, donc, c'est ce que tu m'as dit, Maxime, quand on en a déjà discuté tout à l'heure. S'il enchaîne les P20, son aura, il va se torcher avec. Et c'est vrai. Ah ben frérot, est-ce qu'il va faire des stoppies quand il va rentrer P20 de la Q1? Mais non, je Pas pense sûr, pas. Mais en fait, je pense que si, en termes de niveau, il y a un petit truc qui clique, sans forcément qu'il aille gagner des courses, mais qu'il arrive avec son style aussi spectaculaire sur les freins. Moi, je suis désolé, j'ai fait un tweet hier et je le maintiens. Il y a personne qui m'impressionne plus que lui sur les freins. Mais même Marquez. Ouais, Acosta, t'abuses. il Non, est fort, non, quoi. non, vraiment non. Peut-être je me trompe, mais pour moi, même Acosta, Marquez, Quartararo, Bagnaia, c'est des freineurs incroyables. Pour moi, ils sont moins. Je dis pas qu'ils sont moins forts, mais ils sont moins impressionnants que Toprak. Toprak, il a un truc en plus. Ouais, mais on verra sur une moto qui se tord moins aussi. Quand même. Ah. C'est ce que j'allais dire, ouais, tout le monde ses freins sur la MotoGP, c'est. Bien sûr. Puis il a des châssis en chewing-gum, donc il fait un peu ce qu'il veut. Non, mais bien sûr, les gars. Je suis pas. Tout ce que c'est pas. Je parle pour l'instant, je vous parle vraiment pas de niveau. Juste Ok. vraiment de spectacle, de ce qu'il peut apporter. Ça peut être un show incroyable de voir ce mec. Je pense que les gens qui sont pas hypés par l'arrivée de Toprak en MotoGP l'ont jamais vu rouler. Vraiment, les gens qui sont pas curieux de le voir faire, je pense qu'ils se rendent pas compte. C'est un mec qui met des motos comme on n'a jamais vu. Alors oui, avec des châssis en chewing-gum, etc. C'est vrai. Mais le mec ne tombe jamais. En plus de ça. Il ne tombe jamais. Et les fois où il tombe, il a deux doigts de se tuer. Tellement c'est, tu vois, comme un Manicourt l'année dernière. C'est Manicourt, ouais. C'est un Manicourt. Donc il a alors après, je m'efforce de pas parler du niveau que j'attends de Toprak. Mais il a ce truc de... Vraiment, tu le regardes, c'est incroyable. Donc, pour finir là-dessus, on sait son background. Et son père est une énorme star du stunt en Turquie, etc. Il a commencé par faire des wheelings, des stoppings. Il a un contrôle de la moto qui n'existe pas ailleurs. Et à part chez, à mon avis, peut-être chez Marc Marquez. Mais en fait, il a un ressenti de son avant de la moto. Une anecdote, pardon, et après je te donne la parole, Maxime. En fait, la première chose qu'il demande dès qu'il arrive sur une moto, c'est d'avoir la selle la plus fine possible. Et je sais pas si vous avez vu la taille des selles des MotoGP pour en enlever. Enfin, il n'y en a pas beaucoup déjà. Et en fait, il a besoin d'être assis le plus bas possible sur la moto. C'est comme ça qu'il a un feeling, un retour d'information qui est tonitruant sur l'avant et qui lui permet de faire ces choses incroyables. Donc sans parler de son niveau, franchement, je vous le dis, si vous n'êtes pas curieux, hypé de l'arrivée de Toprak sur une MotoGP, si vous ne l'avez jamais vu rouler. Il Maxime, va faire toute la course avec le all shot, cet enculé. il va faire avec la moto verrouillée en bas et lui, tu vas voir, il va mettre 4 secondes à tout le monde comme ça. Vas-y Maxime, pardon. Mais déjà, un petit point pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que s'il a besoin d'avoir un avant qui ressent bien, etc., c'est vraiment la caractéristique qui ressort la première sur la Yamaha. C'est que Miller est passé de la Ducati à la KTM et de la KTM à la Yamaha, et il a dit qu'il était bluffé par le train avant de la Yamaha, qu'il avait une confiance folle là-dedans. Donc ça peut être un avantage, ça peut être cool. Et pour revenir sur ce qu'on disait avant, s'il réussit pas en MotoGP, ça va être un très gros désavantage, je pense aussi, qui va beaucoup décrédibiliser le World Superbike. Parce que c'est ta bête mystique, c'est ton gars qui gagne absolument tout, qui chie sur tout le monde depuis quasiment une décennie dans ta discipline, et s'il arrive et qu'il enchaîne les PV en MotoGP, mais ça va finir en plus de t'avoir enlevé ta tête d'affiche, ça va finir pour moi de te couler ton championnat et de complètement le décrédibiliser, quoi. Ça, c'est exactement le premier tweet que j'ai fait. Le premier tweet que j'ai fait hier, quand il y a eu l'annonce, c'est si vraiment il est claqué au sol, genre ce sera fini, ce sera enterré le World Superbike. On continuera de le regarder parce que c'est curieux, parce qu'on est curieux, mais vraiment en termes de niveau, je suis d'accord avec toi, ce sera enterré. Vas-y Léo. Pardon. Au-delà, désolé Maxime, de enterrer le Superbike si jamais Toprak ça fonctionne pas, c'est imaginons à l'inverse, si t'envoies un Rins Oliveira Miller et que inversement lui explose tout dès qu'il pose son cul sur la moto, derrière je te vois grimacer, mais un Oliveira Rins j'imagine pas. Pour moi tu mets un Miller sur n'importe quelle moto, peut-être pas la Honda en World Superbike, s'il gagne tout dès la première saison, je suis pas des masses choqué, hein. Pour moi, en fait, le transfert qui se fasse dans un sens ou dans l'autre, enfin la réussite d'un transfert qui se fasse dans un sens ou dans l'autre, incombe pas au niveau du pilote,
mais à l'adaptabilité dont il est capable. Parce qu'en fait, je pense que c'est pas un problème de niveau, c'est un problème de... En fait, on a dans nos têtes que bah, c'est 2 motos et bah, t'es fort sur l'une, t'es fort sur l'autre. Oui. Pas du tout. Et en fait, parce que on n'a pas plus d'exemples de réussite de transfuge dans l'autre sens, en fait. Parce que Avec Petrucci Iannone, c'est pas fort. Hein. c'est pas incroyable. Bautista a réussi quelque chose. Max Biaggi a réussi quelque chose. Ça s'arrête là. Hein. Ouais, mais Bautista, depuis qu'on l'a remis à niveau avec les autres aussi, bizarrement, ça rentre dans le rang. Ah hein. bah, il est garé. Bah oui. Donc, je pense que Bautista, pour faire une très courte aparté, il a aussi capitalisé sur une différence de moto qui était incroyable. Et tant mieux pour lui, il maîtrisait une moto qui était une fusée et qui lui a permis de gagner. Mais je pense qu'en fait, le problème, il vient de l'adaptabilité. J'ai eu la chance, grâce à ce podcast, de discuter avec des gens beaucoup plus compétents que nous. C'est pas très difficile, vous me direz. Mais dont un qui est champion du monde, qui s'appelle Sébastien Charpentier. C'est une des premières questions que je lui ai posées pour Toprak. Et lui, il m'a dit, pour retranscrire ses paroles, il m'a répondu... En fait, il avait aucun doute sur le niveau de Toprak, qu'il serait là vers le midfield à peu près, mais que c'est vraiment son adaptabilité aux freins carbone, aux pneus et au châssis qui allait faire la différence. Et là-dessus, je pense que par rapport à tous les autres transfuges auxquels on peut comparer Toprak, Spies, Edwards et Bellis, c'est les 3 auxquels on compare le plus. Et il y en a un 4ème qu'on oublie et on va en reparler aussi. Je pense qu'il a un truc en plus en fait. Moi, je les ai vus les courses de ces mecs. On peut me parler de Bellis, Edwards, ils ont fait Il des a un trucs grand nez. incroyables. Spies, son année quand il arrive en Superbike, c'est un porno ce qu'il leur fait, c'est incroyable. Je trouve que Toprak il a un truc en plus sur ces mecs. Donc c'est pour ça que j'ai un peu plus d'espoir, même si je suis pas complètement d'élu, mais j'ai un peu plus d'espoir en Toprak que en ce mec. Et le 4ème c'est Cal Crutchlow qui arrive de Superbike, qui fait une meilleure carrière que Bellis, Edwards et Spies, alors que il est moins fort qu'eux. Sauf qu'il s'est mieux adapté à la moto. Donc je pense que vraiment c'est pas le niveau qui dit si t'es fort d'un côté ou de l'autre, c'est ta capacité d'adaptation. Ouais, puis c'est pareil, après ça dépend sur la moto sur laquelle t'arrives. Aussi. Crutchlow arrive sur une Yamaha Tech 3 qui est quand même Pas mal. une des motos les meilleures du, du paddock, alors que là, Toprak va arriver sur une Yamaha en reconstruction. Alors quel sera le step jusqu'à l'année prochaine? On sait pas, mais en l'occurrence, s'il était arrivé cette année, ça aurait été difficile de comparer peut-être avec Crutchlow qui est arrivé sur une Yamaha en 2011, tu vois. Oui, clairement. Après, il est passé rapidement sur la Ducati, 1 an, je pense, et ensuite sur la Honda, il a fait une carrière très honnête. Très honnête. Enfin, en vrai, la carrière de Crutchlow, on la signe tous les jours. Bon, rentrons dans le dur. Léo, qu'est-ce que t'en attends de Toprak l'année prochaine, ou même les années qui viennent, sur cette Yamaha en termes de niveau, etc. Bah honnêtement, je sais pas trop quoi penser parce que déjà de 1, aujourd'hui c'est difficile d'évaluer la Yamaha. On a vu qu'elle peut être excellente et permettre à Quartararo de prendre des pôles, comme à Aragon où ok il est dans le rythme en course mais que c'était très compliqué le début du week-end. Donc il y a ce paramètre là, c'est assez difficile de voir quelle force aujourd'hui c'est par rapport aux autres motos. Et il y a aussi, comme on disait, le débat de est-ce qu'il va s'adapter plus ou moins vite sur la machine. Donc c'est plein de paramètres. Moi je pense que pour Toprak, la meilleure comparaison, ça sera son ou ses coéquipiers. Je parle pas forcément de Fabio parce que Fabio, c'est quoi qu'on en dise, qu'on l'apprécie ou non, c'est déjà le protégé de Yamaha et c'est un talent brut. Moi je l'ai toujours dit et j'assume complètement. Je parle pas en termes de talent, 100% de talent, genre ce que le mec est né avec, je le mets à la table de Marquez et je suis prêt à mener le débat s'il faut. Mais donc ça sera compliqué de le comparer à Fabio et si on entre dans les discussions, dans le comparatif avec lui, c'est qu'il aura vraiment réussi son coup. En revanche, ça va être intéressant si tu commences à voir... je suis d'accord avec toi. Oui. Ah oui, je suis 100% d'accord avec toi là. Si on commence à le comparer à Fabio, c'est que pour tu te demandes même pourquoi il est pas venu plus tôt, quoi. et ça laisserait presque un goût amer. Mais par contre derrière, tu vois, on sait pas qui va être conservé, on sait pas comment ça va bouger chez Yamaha. On a entendu Bastianini, puis finalement non, ça va peut-être aller chez Aprilia. On sait pas s'ils vont casser le contrat d'Oliveira et prolonger Miller ou si c'est Miller qui va partir. Enfin, il y a plein d'interrogations aussi, mais ça va être le meilleur comparatif, ça va être la personne qui l'aura dans le box, je pense.
juste un petit mot sur Aragon. Moi, le week-end de Yamaha à Aragon, il m'a donné de l'espoir, étonnamment. Parce qu'on a vu un truc qu'on n'avait pas vu chez eux depuis 1000 ans. Ils ont été capables de corriger le tir pendant le week-end. C'est-à-dire que même toutes les Yamaha et donc Fabio sont complètement garés le vendredi. Et ils ont trouvé quelque chose pour réussir à le faire passer en Q2 et le faire avoir un rythme de course qui aurait pu lui faire accrocher un top 10 le dimanche. Et ça, c'est un truc chez Yamaha, on l'avait pas vu depuis longtemps. Donc pour moi, même si le week-end est moins bon que les 3 précédents, forcément avec les courses de Quarta précédemment, ça pouvait pas être aussi bien. Mais y a quand même, je trouve que ça donne vraiment de l'espoir sur le futur. Moi, j'espère qu'ils ont pas tout chié avec le V4, c'est tout. On dirait qu'ils commencent à comprendre ce qu'ils font, quoi. C'est quand même assez important de comprendre la moto, d'arriver à jouer dans le bon sens sur les réglages, etc. Donc Après, moi je pense que quand ils sont arrivés le vendredi, ils l'avaient réglé façon Augusto Fernandez, et après ils se sont dit que c'était pas du tout le bon réglage. Et le samedi, qu'on parle de lui, qu'est-ce qu'il fait là le samedi, ils ont tout repris. Ils ont gagné. Ouais, mais je suis d'accord, ils ont quand même gagné 2 secondes 3, ils disaient, par rapport à l'année dernière. Enfin, à ce niveau-là, c'est un gouffre, 2 secondes 3. Ah oui. Maxime, qu'est-ce que t'attends en termes de niveau et de vitesse de Toprak l'année prochaine? Je pense que ce serait bête d'en attendre quelque chose dans la première partie de saison. Ah oui. Tant on sait tout ce à quoi il va devoir s'adapter. Déjà une façon de travailler qui doit être complètement différente, une pression qui doit être complètement différente, les pneus qui sont pas les mêmes, les devices qu'il va falloir se mettre en main, enfin tout ça n'existe pas quoi, en superbike électronique et tout ça n'a rien à voir. Vraiment il va falloir qu'il apprenne tout un tas de choses et il a 29 ans quoi. Donc c'est pas un cheminement de jeune pilote, il est passé par déjà plein de choses, il a déjà sûrement plein d'habitudes, même si on sait qu'il s'entraîne avec beaucoup de choses différentes, plein de petites motos, je pense niveau entraînement, il n'y a pas grand monde qui fait beaucoup plus qu'eux sur la planète moto. Je suis quasi sûr. Donc niveau adaptabilité, c'est peut-être le mec qui est le plus près, tu vois. Mais je pense qu'avant mi-saison, ce serait compliqué d'attendre quelque chose de lui, ou en tout cas, ce serait étonnant. Mais par contre, dans la deuxième partie, peut-être l'attendre au moins au niveau de son coéquipier, quoi. Tout dépendra qui c'est. Si c'est Oliveira, j'espère qu'il le torchera assez tôt. Si c'est Miller, ce sera peut-être plus compliqué. Et si c'est Manu Gonzalez et si c'est quelqu'un d'autre encore, ben je sais pas. Gonzalez, c'était encourageant les tests à Aragon. Ouais, c'était bien. Donc après, par contre, tu le mets sur la même ligne de départ par rapport à Gonzalez qui est aussi sur des Pirelli. Qui a pas souvent testé, qui a même sûrement moins testé que lui de MotoGP. Là, on discute différemment parce que c'est pas la même expérience de course, parce qu'ils partent du même point. Donc, si on le compare par rapport à un pilote de la grille actuelle, j'en attends pas tant. Mais par contre, attention s'il part à zéro pareil qu'un autre. Vas-y Léo. Moi, je viens à l'instant d'y penser, et alors c'est peut-être complètement à l'eau ce que je vais dire, mais le format de week-end il a évolué par rapport aux années précédentes, et je pense on parlait de Spieth, Crutchlow, Edwards, etc. qui sont passés par la catégorie, mais à l'époque ils avaient malgré tout les FP1, FP2, FP3, t'avais même Practice 1, Practice 2, ouais. FP4, enfin t'avais beaucoup de séances d'essai, et le warm-up qui est maintenu, mais t'avais quand même beaucoup de séances d'essai pour te préparer à une seule course. Lui, Toprak, il est habitué au format d'avoir plusieurs courses avec le SBK, mais maintenant, ça lui permettra il devra être plus rapide dans ses ressentis et directement en jambes sur des circuits. Alors, il les connaît globalement tous, même s'il n'y a pas roulé forcément depuis quelques temps, de par le calendrier actuel du SBK, mais il aura moins de temps pour mettre la moto à son goût, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est une variable à prendre en compte pour lui, même si, comme tu le dis, il est habitué à ça au rythme du week-end, mais par contre en termes de temps, c'est compliqué. Après, je sais pas, j'ai aucune idée. Moi, je sais pas en termes de règlement ce qui est possible de faire et tout, c'est compliqué, mais moi je suis Yamaha, en fait, je lui ai déjà envoyé une Moto 2, quoi, tu vois, pour qu'il s'habitue au châssis, tu sais, à un châssis beaucoup plus rigide, à des freins un peu plus vénères et tout, pour qu'il s'entraîne avec des Nison. Enfin, je sais pas, mais trouver des trucs pour qu'il s'adapte. Faites-le rouler sur une MotoGP d'il y a 3 ans. Enfin, faites des trucs, tu vois, pour cet hiver. Comme le parallèle, il est vraiment catastrophique, excusez-moi, mais comme l'a fait Mercedes avec Kimi Antonelli, qui a fait 10 000 km dans des Formule 1 l'hiver, tu vois. Pour qu'il arrive et qu'il soit... Alors, je sais pas en termes de réglementation ce qui est possible, je le répète, mais
Je pense que si Yamaha, s'il croit en lui au point de le refaire venir, je pense qu'il faut tout tenter pour que son adaptabilité se passe le mieux possible. Je suis pas sûr qu'il croit en lui. Hein, parce que. Ouais, mec, s'il irait pas le chercher sinon. Enfin, pourquoi tu te fais Moi, chier je pense que c'est- Pourquoi tu te fais chier à aller chercher excuse-moi, un mec qui a 29 ans, qui est pas dans la catégorie et qui t'a chié dessus il y a 2 ans si tu crois pas en lui. Marketing. Ah, c'est possible. Marketing, Ah, et, putain, ils ça sont, merde. et, ils sont, et ils sont gérés par un ancien responsable marketing. Ouais. Donc, marketing. Et puis, si tu croyais en lui, pourquoi tu le fais signer qu'un an? Si t'as envie de bâtir avec lui. Puis surtout marketing, c'est peut-être complètement débile ce que je vais dire, mais Oh, ce sera pas la première fois qu'on dit un truc con ici, t'inquiète. c'est vrai. Mais finalement, imagine, tu vois, donc t'as Marquez avec son passage chez Ducati, il a perdu tout soutien de Red Bull, enfin pas soutien, mais il a abandonné le Red Bull sur toutes ses combinaisons, casses, etc. Et on parle de plus en plus à KTM qui part. Est-ce que Yamaha derrière, il y a pas une. Alors ils sont très proches de Monster, c'est vrai, mais on sait jamais, tu vois. Non, tu vois, t'as Miller qui est un pilote Red Bull et qui a gardé Red Bull depuis qu'il est chez Pramac. Enfin, ça me gêne pas. Mais moi, je pense Ouais, que c'est surtout malin. C'est histoire. Est-ce que tu vas vraiment laisser BM arriver avec ce gars-là en 27 alors que toi, tu peux l'avoir un an avant et l'essayer sur une moto qui te coûte pas grand-chose? Au pire, en ce moment, t'as des mecs qui vont pas vite. Donc, qu'est-ce que ça te coûte d'essayer ce gars-là, tu vois? Genre, est-ce que c'est pas intelligent pour eux de pas le laisser filer ailleurs? Et au final, ce serait le. Alors désolé de l'expression, mais ce serait les rois des cons. S'ils ont la possibilité de le mettre un an avant tout le monde sur la moto, et au final ça sort, c'est le crack de l'année. Derrière, t'as un mec qui a un charisme fou, qui est hyper populaire, avec un pays qui sort d'on sait pas où, donc il aura forcément... c'est un peu comme les Brésiliens, les Argentins, etc. Tu vois, enfin, c'est toujours un peu unique, c'est pas un Espagnol ou un Italien, tu vois. Ouais. Donc, mec, ça leur coûte rien au final. Parce que dans tous les cas, au pire, t'as qui? T'as Rins qui est moitié handicapé, t'as Oliveira qui est là une course sur 3. Enfin, le mec, c'est un emploi fictif. Donc, ça te coûte quoi? Ouais, c'est pas faux. Et au final, ils l'auront essayé, et derrière, au pire, ils l'enterrent. Parce que si derrière, il fait P22 tous les week-ends, ok, peut-être BM, ils vont arriver avec lui leur nouveau projet, mais est-ce qu'ils iront pas chercher quelqu'un d'autre, tu vois? Oui, c'est possible. Après, peut-être que BM, ils sont très contents. Enfin, non, très contents, non. Mais ils se disent, ok, bah, si jamais ça se passe plutôt bien, nous, on arrive avec la nouvelle réglementation de 2027, il a un contrat que d'1 an, il s'est déjà adapté à la MotoGP, nous, on le reprend, tu vois, pour 2027. Je pense que ça se passe pas comme ça avec Toprak parce que entre lui et son manager, Ça se c'est passe deux bien sur têtes la de YAM, con. Oui, voilà, tu t'en vas pas. Mais Ça se passe bien sur la YAM, mais je pense qu'il bougera pas, tu vois. en termes de niveau, pour moi, donc déjà, pour moi, il y a un. Je classifie les choses de manière générale dans la vie et ça marche aussi pour les MotoGP par terme de chapeau. Pour moi, il y a plusieurs chapeaux en MotoGP et il y a 5 mecs dans ce qu'on pourrait appeler le chapeau A que, pour moi, qui est difficilement discutable, qui sont Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Pedro Acosta et Fabio Quartararo. Pour moi, ces 5 mecs-là qui sont au-dessus du lot. Et on peut peut-être un peu discuter d'Alex Marquez et encore. Cette saison. Ouais, Pour moi, on peut discuter de Pedro Acosta surtout. Bah, je l'ai mis. Bah oui, mais on peut discuter dans le chapeau B. Ah non. Moi, dans le chapeau A, je mets Maxime Okiles. Voilà. Donc non, pour moi Pedro Acosta il est tous les jours dans le chapeau. Donne-lui une Ducati, la course qu'il a fait ce week-end encore et tout. Non, pour moi c'est chapeau. Donne une Ducati à la grille entière et on rediscute de tout le monde. Ouais, bah regarde ce qu'on fait DJ Antonio. Tu vois, enfin. Tu sais quoi, si facile. donne une Ducati à Binder. Vas-y. Attends, Je te regarde. Viens, on arrête cette discussion et on fait un épisode spécial chapeau. Bah, je suis chaud. Vignales, dans un bon jour, je suis désolé, ce chapeau A. Oui, mais dans un bon jour en fait. À un moment Ouais. donné, Et Bastianini s'il faut aussi, commencer à... Morbidelli aussi, et Bezzecchi aussi. Bastianini. Et ma soeur aussi, enfin ça va. Non, ça sort s'il plus, faut commencer à jouer avec le calendrier, on s'en sort pas. Non, dans cette histoire, je prends la régularité, ça compte aussi. Un mec qui est bon 3 courses dans l'année, ça peut pas discuter avec Quartararo, Marquez, Bagnaia, Martin. C'est pas possible. Bref. La régularité, il a mis Marquez et Acosta qui tombent le plus. Hein. Bah, Marquez. Mais il est régulier, Acosta. Il a raison. Oui, Bah, je rigole. Enfin, l'année régulièrement. dernière. Ok, non mais c'est pas faux. Donc effectivement, on peut peut-être discuter. Pour moi, Acosta, c'est tous les jours dans le top 5. Il est sur une moto qui est une immense merde et en plus, il a un peu buté. Mais sinon, ça discute. Bref. Et je vois un espèce de chapeau B où on pourrait mettre des Vignales, Alex Marquez du coup, Bezzecchi, etc. Pour moi, il n'y a aucun monde dans la vie où, dans la carrière qui lui reste, Toprak touche les mecs du premier chapeau. Je pense que c'est impossible. Complètement. Quand je dis ça, je pars sur une longueur de championnat. Et comme j'aime vraiment Toprak, je serais très heureux que ça arrive. Peut-être que sur une course, un jour, etc., il y a des circuits. On sait qu'il y a un type de circuit
où il est monumental. À Assen, par exemple, je paye pour le voir. Bon, faut pas se rater que je rate mon train, mais il faut que je paye pour le voir parce que c'est le genre de circuit, il est incroyable. Mais je vois pas un mec du chapeau B sur le papier plus fort que lui. Je suis désolé, peut-être insultez-moi. Ah ouais. Insultez-moi. Non. Pour moi, honnêtement, c'est tu sais, le truc à la con. Donne-leur 22 000 R1 et fais-les partir. Et pour moi, il est là avec eux, quoi. Vraiment. Tu vois, ouais, peut-être je m'emballe, mais ouais, je pense qu'il est vraiment... En fait, ce qu'on va voir l'année prochaine... Déjà, je suis d'accord avec toi, Maxime. La première partie de saison, faut rien en attendre. Et tous ceux qui vont venir nous expliquer quand il va être 14e de la FP1 du Qatar, je crois qu'on rentre par là. Bien déjà. Ils vont venir nous dire ouais. alors ouais, vos gueules, ok, c'est bon. Il faut rien en attendre au début de saison. Faut voir ce qu'il va faire. Et je suis 100% d'accord avec toi aussi, Léo, versus son coéquipier en fin de saison. Mais genre, ça peut être complètement extrême d'un côté comme extrême de l'autre. C'est ça que je trouve génial. Genre, il peut être nul sa mère et se faire gifler par Somkia de Chantra. Non, en vrai, ça existe, tu vois. Non, vraiment pas, je pense pas. Oh. Non. Celle-là, peut-être pas. Non, il peut être 21e ou 22e et genre, il Voilà. n'y arrive pas. Moi, j'ai quand même du mal à y croire, mais voilà. Ou alors, il peut être tout de suite dans le top 10. Et j'y crois pas non plus. Mais ça existe. Et pour finir, avant de te redonner la main, Léo, moi, vraiment, je le vois jouer les points. Quand je dis jouer les points, c'est jouer entre la 12 et la 17e place à partir du milieu de saison, en gros. Et il faudrait que fin de saison, il puisse gratter un top 10 ou 2, quoi. En vrai, en étant réaliste le plus possible, c'est ça que je vois. Mais sur un malentendu, mec, il est tellement incroyable, il fait des trucs tellement lunaires, on ne sait pas. Vas-y, Léo. Mais alors on a souvent ce débat là en Moto 2, des champions Moto 3 qui montent et qui ont du mal à s'adapter à la catégorie, donc on leur laisse du temps. Mais finalement la MotoGP, si on prend les pilotes qui sont montés ces dernières années, qui sont arrivés, bah, je trouve que c'est un peu le même scénario. Par exemple, un Raúl Fernandez, on l'attendait énormément, pardon, et depuis il a rien fait. Alors qu'un Fabio Quartararo, bah, on l'attendait pas forcément. On se disait que le passeport l'avait beaucoup aidé, il avait que 2 victoires, une seule officielle en Moto 2, et on se rend compte que c'est le Craquito. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, Crutchlow, on l'attendait pas forcément en MotoGP, il a une carrière honnête. Miller, on l'attendait pas forcément parce qu'il est monté directement de la Moto 3 en plus, il a une carrière honnête, et il y a d'autres pilotes qu'on attendait beaucoup plus et qui n'ont pas des mauvaises carrières, mais qui n'ont pas la carrière qu'on leur a projetée en MotoGP. Donc finalement, il y a le scénario de il fait rien l'année prochaine, mais pour moi il y a aussi le scénario de il arrive et bon, il va pas titiller, pour reprendre ton expression, le chapeau A, je pense directement, mais s'il fait un top 5, je me dis ok, c'est juste il est trop fort, quoi. Est-ce que, pardon Maxime, est-ce qu'un top 5 dans l'année, voire un podium, que ce soit sprint ou course, pour vous c'est impensable ou en vrai c'est possible? Non, c'est pas impensable, parce que dans le sens où en fait c'est inconnu. Genre on parle pas du même sport, donc on sait pas, on peut pas se projeter. Parce qu'en fait c'est un débat, c'est que de la fiction. C'est comme les pilotes de Moto 2 quand ils montent en MotoGP, c'est pas le même sport. C'est pas la même moto, ça a rien à voir. Et c'est comme tu disais, oui, si on les met tous sur une R1, peut-être ils les torchent tous. Mais là on fait pas des courses de R1, on fait des courses de prototype. Ouais, bien donc, sûr, non, mais bien sûr. ça se trouve il arrivera jamais à s'adapter à cette conduite-là et on n'en sait rien. C'est possible. Mais avec tous les éléments qu'on a en compte, moi je pense que oui, parce que c'est un mec qui s'entraîne sur beaucoup de motos différentes, sur n'importe quelle condition, sur plein de pistes, et donc je pense que dans leur entraînement, ils ont fait tout pour favoriser une adaptation à n'importe quel modèle, qu'il soit passé sur la Kawa, sur la Yamaha, sur la BM, il a toujours été performant. C'est ça. Donc il nous a toujours montré une force d'adaptation, et ils ont l'air de s'entraîner pour ça, donc tous les voyants semblent au vert, mais maintenant après on se jette dans l'inconnu. Moi je pense que si je me mouille, je dis qu'il fait au moins un top 5 en sprint dans l'année. Oh, j'adore quand tu fais des trucs comme ça. Et le fait aussi, ouais, que il ait réussi à être efficace sur 3 motos différentes, je suis d'accord avec toi, ça donne quand même un bon indicateur sur sa capacité d'adaptation. Après, oui, c'est pas le même sport, blablabla, on a déjà dit 1000 fois. Mais là-dessus, les voyants sont quand même au vert. Et quand on voit la gueule des motos avec lesquelles ils s'entraînent en Turquie, faut avoir envie de rouler en moto, on peut te dire. Et pourquoi la sprint ? Parce que je pense que
il aura peut-être plus de facilité sur un format court au départ que sur un format long. Ouais, c'est possible. Peut-être qu'il aura un peu plus de difficultés. On peut le voir par exemple Miller qui a un style un peu généreux comme lui. Il a toujours du mal même sur la YAM à finir les courses. Que ce soit la YAM, la Ducati, la KTM. Et je pense que Toprak peut risquer d'avoir le même problème. C'est-à-dire d'avoir un problème de gestion de pneus où il a un style quand même très généreux, où il est habitué à tordre des châssis, arriver en travers, etc. Et c'est un style qui se rapproche pas mal de Miller, tu vois. Et je pense qu'il aura peut-être des problèmes de gestion de pneus auxquels il devra se résoudre. Et est-ce qu'il perdra pas de la perf par là ? Ben, on sait pas, tu vois. Mais sur le sprint, ça peut peut-être le faire. Gros départ, bien placé, il rentre en travers dans tous les virages, ils le disent, hein. Binder, Miller, tout ça, c'est compliqué à doubler, hein, parce que ça rentre en travers dans tous les virages et que c'est impossible à... Donc, est-ce que ça peut pas tenir sur une demi-course ? Vas-y Léo, je crois que tu as quelque chose à dire. Non, pas forcément, mais après, il y a tous les scénarios possibles. Personne n'imaginait que Zarco allait gagner au Mans cette année. Ouais. Enfin, à tout moment, tu as une course dans l'année où les étoiles s'alignent. Alors, j'y crois pas du tout, mais je sais pas, à Seine, il commence à pleuvoir de fou. T'as Marc Especo qui tombe, t'as des flag to flag et c'est lui le meilleur qui s'en sort le mieux. Et au final, il va gagner. Enfin, on peut pas prévoir. Enfin, c'est pour ça qu'on suit ce sport et qu'on l'aime aussi, tu vois. Typiquement le Red Bull Ring quand Binder reste en pluie, tu vois. Mais oui, c'est typiquement le genre de mec qui peut finir une course dans des conditions à la con avec des pneus à la con, enfin qui ont rien à voir. Mais il avait avec rien tout à le monde, perdre. tu vois. Et Toprak, Voilà. ça sera pareil l'année prochaine. C'est des mecs qui ont rien à perdre au championnat, donc ce genre de pari, ils peuvent le prendre, le tenir, et si ça passe pas, bah, on aura bien essayé, et si ça passe, t'es le roi du monde. Donc pour moi, un top 5, c'est largement envisageable. Et pour autant, je pense que c'est quand même pas facile, parce qu'un Raúl Fernandez, que j'y reviens, bah, il l'a jamais fait. Si, il a pas fait 5ème à Valence il y a un an ou deux. Non, c'était Barcelone où il sort Barcelone, un week-end de il fou était furieux, premier, là, mais à un tombe moment, deux fois, il non tombe. Ouais, non mais je crois qu'il y a un top 5. À Valence aussi il est bien, il doit faire 6 ou 7, enfin voilà. Ouais, mais Mais ça oui, montre quand même que je suis d'accord le avec toi niveau est là-dessus. extrêmement haut, quoi. On a vu un commentaire qui nous disait préparez-vous, il sera plus près de Chantrac que de Quartararo l'année prochaine. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ? Oui, surtout C'est sur la possible. première partie de saison, je pense. Moi je suis d'accord avec ça, mais pas dans le sous-entendu du message en fait. Oui. Factuellement dans le classement, oui, il y a des chances. Oui. Il sera sans doute 11ème là où Chantra sera 20, alors que Quartararo sera peut-être premier, donc sera plus proche, tu vois. Mais en termes de niveau, moi je suis désolé, vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez, ouais, qu'il aura du mal à jouer les points au début, etc. Aujourd'hui, les mecs qui jouent la 15ème place, c'est Bastianini et Rins, et que c'est des mecs incroyables, donc il est peut-être loin du niveau de ces mecs. Mais genre, il n'y a aucun scénario où, pour moi, il se fait chier dessus par Somkia Chantra. Enfin là, franchement, là, moi j'arrête tout, quoi. Enfin, c'est pas possible. C'est une catastrophe, quoi. Après, s'il chie Oui, sur parce que- Rins et son coéquipier, c'est déjà très fort. Hein. Ah bah non, mais là, C'est clair. pour moi si il est au niveau de Si Rins est Rins encore l'année là. prochaine, même un Rins blessé, pour moi c'est réussi. C'est Enfin, le truc c'est qu'il faut arrêter d'en attendre des monts et des merveilles. À un moment donné, il sera pas champion du monde, il sera pas sur le podium du championnat du monde. Juste s'il arrive à emmener sa moto sur des top 10 réguliers, faire quelques top 5 et un podium de temps en temps, c'est incroyable. Et avec la nouvelle réglementation où ils vont quasiment tous repartir de zéro, parce que en plus d'un aéro qui change et des devices qui sont supprimés, ils repartent avec donc des nouveaux pneus, mais surtout en fait des tailles de pneus différentes. Les pneus seront plus de la même taille. Donc là-dessus, ils repartent vraiment de zéro. Donc, et des pneus que lui connaît. Alors on nous explique, ouais, lui il connaît les Pirelli et tout, frère. Un pneu c'est un pneu. À un moment donné, enfin, ok, ça, je caricature, ça a énormément d'importance. Mais ok, c'est pas, il connaît les Pirelli, ça peut lui donner un peu d'avantage. Je me fais très peu d'inquiétude au sujet de Marc Marquez sur sa capacité d'adaptation à un nouveau pneu. Hein. Je pense qu'il va s'en sortir, à mon avis. Il est comment le pneu ? Il est noir. Ok, vas-y, roule, c'est bon. Non mais tu vois, enfin, pour moi, il y a pas de malaise, quoi. Je me fais plus d'inquiétude Surtout- sur Bagnaia, mais c'est une autre histoire. Surtout qu'en plus, on parle de Somkia Chantra, mais c'est honteux. Faut quand même se rappeler qu'en début de saison, Johan Zarco est parti en Thaïlande ou je sais pas où là pour aider Somkia Chantra à rouler sur une superbike déjà. Ouais. Je pense que Johan Zarco il donne pas de cours de superbike à Toprak. Il y a pas de- tout Johan Zarco qu'il est, mais il va pas lui apprendre et lui dire mec, peut-être que tu freines 10 mètres trop tard là. Je fais pas ça. Mais déjà à Valence, hein, Quartararo Zarco avait été super good guy avec Chantra et il lui avait dit prends ma roue pour apprendre, tu vois. Mais Et, quel homme, mais quel homme. Et il avait roulé, je sais plus Tu qui vois avait quand tweeté Taro ça, dire mais prends ma roue à Toprak et Toprak lui dire oh oui merci. Frère Sofoglou il va commencer à lui mettre des coups de pied. Maxime s'est mouillé, Léo, je te propose de te mouiller. Est-ce que pour toi il y a un top 5 l'année prochaine ou pas ?
pour moi, ça, c'est quand même dur, mais moi je vais dire que non. Un top 10, top 7 même, je vais dire que oui. Mais top 5, t'as quand même des mecs extrêmement rapides. Hein. On se rend pas compte du niveau des gars. Après, il y a une autre variante. Hein. L'année prochaine, tout ce qui va être Gresini et une des motos VR46, ce sera la GP25 de début de saison, qui, on le voit, a l'air assez compliquée, donc potentiellement qu'elle sera plus jouable que la GP24, qui est certainement la meilleure moto cette saison. Donc ça dépendra énormément du step en avant aussi de Yamaha. Mais je pense qu'un top 7 c'est jouable, un top 5, je sais pas, on en parlait ensemble, mais le haut du chapeau maintenant en MotoGP, il est pas meilleur que celui d'avant, mais le midfield de MotoGP maintenant est beaucoup plus fort qu'il y a 10 ans. Donc ça va être compliqué d'arriver et de dominer le midfield, quoi. Je suis d'accord avec toi. Pour conclure sur Toprak, avant de parler très vite fait du reste du mercato, pour moi il n'y a pas de top 5 l'année prochaine. Potentiellement il y a des petits coups d'éclat, mais top 5 je trouve c'est dur, top 5 putain. Même s'il fait genre 4-5 top 10, franchement ça sera réussi la saison. Et s'il est au niveau ou devant son coéquipier, si c'est un coéquipier comme t'as dit Maxime qui est Miller, Oliveira ou Rins, la saison elle sera réussie. Et je finirai par dire deux petites choses. Si vous n'êtes pas hypé par l'arrivée de ce mec en moto, je l'ai dit déjà au début de l'épisode, c'est que vous l'avez jamais vu rouler, je pense. Donc je vous conseille d'aller regarder Portimao 2023 et Barcelone 2024, où c'est complètement n'importe quoi, où le mec s'il vous fait pas lever de vous le canapé, c'est je sais pas ce qu'il faut faire pour vous. Et vraiment vous devez, moi j'ai pas répondu tout à l'heure, mais pour moi ouais c'est l'arrivée qui me hype le plus depuis une dizaine d'années. J'ai trop envie de voir, et honnêtement peut-être qu'il sera pas au niveau où je l'attends, peut-être qu'il sera nul et qu'il va repartir en superbike la contre les jambes, mais j'ai trop envie de voir. S'il était pas venu, ça aurait été le plus gros gâchis de l'histoire pour moi. Ça aurait été le meilleur mec à avoir jamais roulé en MotoGP pour moi s'il était pas venu. Vas-y Léo, et puis je te propose si tu veux d'enchaîner sur le reste du mercato, si ça te chante. Ce que j'allais dire finalement, que il sera certainement pas champion du monde, mais c'est peut-être un mal pour un bien au vu de ses combinaisons lorsqu'il l'est. Oui, les combinaisons dorées, c'est bon, on en a marre. Je suis d'accord. Le reste du mercato, très très rapidement, tu l'as dit Léo, Bezzecchi devrait Bezzecchi il est chez Aprilia, mais Enea Bastianini apparemment ça commence à discuter pour remplacer Jorge Martin. Je trouve que c'est une super idée, je sais pas ce que vous en pensez. On avait déjà été hype par Bastianini l'année dernière chez Aprilia. Maintenant j'ai l'impression que le box il est vraiment tourné chez Bezzecchi, et est-ce qu'un Bastianini a envie d'aller chez Aprilia en tant que numéro 2? Bah après, je pense qu'il ira pas en numéro 2. Je pense que tu vas en te disant que t'es le numéro 1 et tu fais tout pour être le numéro 1, tu vois. Oui, peut-être aussi, mais il y a aussi les KTM, on sait pas ce que Tech 3 va devenir. Enfin, il y a tellement d'interrogations sur ce mercato, et encore plus maintenant avec la signature de Toprak. Je pensais en fait l'année dernière, il y a eu tellement de changements, je pensais que l'année dernière, cette année on n'aurait pas de mercato, mais en fait il se passe trop de choses entre, tu l'as dit, Toprak, Jorge Martin qui se torche avec ses contrats, et KTM qui ne vient plus. Il se passe vraiment un milliard de choses. Maxime, Bastianini sur une Aprilia, ça fait kiffer ou pas? Ouais, je pense que c'est logique pour les deux. On dirait que leur trajectoire converge un peu. C'est-à-dire que l'année dernière, Aprilia c'était la deuxième meilleure moto et Bastianini avait une grosse cote. Maintenant, ça remet en grande. Il y a une grosse remise en cause sur sa faculté de s'adapter à différentes motos. Déjà, on a vu qu'il avait du mal à s'adapter chez Ducati en rouge. Il a aussi du mal à s'adapter chez KTM. Mais l'Aprilia, on a vu ce que Martin a fait du contrat. Donc ça veut dire que la moto n'est pas non plus si exceptionnelle que ça. Je pense, donc ça fait un peu baisser la cote, donc ils se rejoignent un peu, ça semble logique. Je vois pas trop qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre opportunité plus intéressante que sur le marché, mis à part essayer de re-signer Martin, mais je pense que c'est mort. Après je vois pas, sauf si KTM ça casse, mais je vois mal Acosta aller chez eux. Je le vois pas trop dans ce mood là de team un peu familial, etc., qui conviendra beaucoup, je pense, à Bastianini qui était très bien chez Gresini dans un team familial, donc je pense que c'est le plus logique. Et pour finir, un petit mot. Puis l'italien en plus. Ouais, en plus. Voilà, la doublette italienne chez Aprilia, moi je trouve que c'est cool.
Mais plus que la doublette espagnole Espargaro-Vignales, mais bon, ça c'est... Pour terminer, un petit mot sur l'espèce de triptyque. Qu'est-ce qu'on fait de Jorge Martin, de Johan Zarco sur la Honda officielle, chez Cecchinello? Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que vous vous attendez à voir? Comment on articule ça, Léo? Bah, Maxime en parlait à l'instant et je trouve que tu as des pilotes comme ça qui sont performants lorsqu'ils sont dans des teams familiaux. J'ai Alex Marquez qui me vient en tête. Ouais, Alors il a fait une bonne saison lorsqu'il arrive en MotoGP avec Honda qui était en perdition, mais ça se passe un petit peu mieux avec LCR et avec Gresini maintenant il est en confiance. On voit Aldeguer ça se passe super bien avec Gresini, Bastiani qui est aussi ce genre de pilote. Zarco pour moi est un pilote comme ça qui a besoin d'un team un peu familial et il s'éclate chez LCR. Pour moi le meilleur scénario pour lui ça serait de rester chez LCR avec peut-être un meilleur soutien d'Honda et forcément le salaire qui va avec parce que c'est ce qu'il attend maintenant à ce niveau-là de la carrière. Maintenant en tant que je suis Honda aujourd'hui à l'aube de la nouvelle réglementation, tu me proposes Martin, forcément je saute dessus quoi. Pas mieux. Maxime? J'ai rien de mieux à dire, mec. Je pense que ce serait pas fou de changer maintenant pour Zarco. Il est bien dans le team où il est. Il peut continuer sans forcément la pression d'être dans l'usine. Ce qui fait lui toujours un outsider et je pense que ça lui correspond bien. Martin correspondra bien aussi à Honda. Après, quid du deuxième? Est-ce que tu gardes Mir? Est-ce que tu essaies d'aller chercher Acosta qui, moi aussi, correspond plutôt à l'inverse d'un pilote qui aime un team familial. Acosta, je pense que c'est plutôt un type qui est là juste pour gagner, pour la perf, pour être concentré sur ce qui se passe. La pression, je pense qu'il a absolument rien à foutre. Mais par contre, tu vois, chez Tech 3, ça a beaucoup tranché. Avec une team qui est beaucoup familiale, qui a besoin de parler, mais lui, il voulait parler qu'à ses gingers. Il avait rien à foutre que Guy Coulon lui dise bonjour ou pas, tu vois. Ce qui a fait un peu fausse note avec l'équipe, et je pense que ça s'est mal terminé à cause de ça. Mais voilà, alors est-ce que j'irai chercher l'un plutôt que l'autre? Je sais pas. Est-ce que j'irai chercher les deux? Je sais pas non plus. On a les moyens de le faire. Est-ce que tu gardes Mir? Je sais pas, toi tu ferais quoi? C'est archi compliqué. Moi je comprends Zarco. En fait, je comprends ce que vous dites sur Zarco dans le sens où la seule fois où il a eu la pression d'un team officiel, ça s'est pas bien passé, mais c'était pas le même Zarco. Je comprends lui son envie de vouloir y aller parce que c'est un statut auquel tu as envie d'accéder quand tu es un pilote MotoGP, parce qu'il n'y a que 22 pilotes MotoGP au monde, mais il n'y en a que 8 pilotes officiels, donc c'est encore un club encore plus élitiste. Et surtout le salaire. Je pense qu'il a envie d'un salaire de pilote officiel. Donc je comprends ça. Moi je serais content de le voir sur un team officiel, mais ça me dérangerait pas de le voir rester chez Cecchinello. Et si je suis Honda, en vrai, j'arrête de me tirer des balles dans le pied. Somkia Chantrel est gentil, mais ça dégage. Et je fais Cecchinello, Marini, Zarco et Martin Mir en officiel. Vas-y Léo. Enfin je rebondis sur ça, mais encore mieux, si tu arrives à choper Ogura, c'est beaucoup plus sexy qu'un Chantra et derrière t'as une meilleure fenêtre de tir quoi. Ouais, surtout que... Vas-y, pardon. Maintenant, moi, ce que je voulais dire, pour revenir sur ce que je disais, mais on a un peu trop banalisé le cassage de contrat depuis que Marquez est parti de Honda vers Ducati. Mais faut pas oublier tous les pilotes qui sont sous contrat. Et casser un contrat, c'est un coût. Alors certes, Honda, Yamaha, ils peuvent se le permettre. Aprilia, je pense un peu moins. Mais ça reste quand même une donnée à prendre en compte derrière. Aller chercher un pilote qui est sous contrat, ça coûte extrêmement cher, en plus du salaire de ce pilote-là. Donc aujourd'hui, Honda, s'il récupère un Martin qui aura un salaire élevé et un Zarco qui va certainement demander plus, est-ce que tu as envie encore en plus de payer le fait de casser le contrat de Mir aujourd'hui? Alors que Marini, lui... Mir est encore sous contrat et Marini, lui, il a pas de contrat à la fin de l'année. Ah oui, non, mais oui, c'est ce que je disais. Mais pour moi, tu dois forcément garder Mir en Honda officiel. Ouais. Tu mets Martin à côté de lui et Zarco chez Cecchinello parce que tu vas pas mettre Martin chez Cecchinello. Et Martin, tu peux pas te permettre de laisser passer à côté. Et pour moi, en fait, le problème de Honda, c'est la 4e moto. Si t'es pas capable de signer Ogura, arrête de faire chier avec un pilote asiatique, en fait. Tu te fous la honte à toi-même, en vrai. C'est une catastrophe. Si tu peux te faire un line-up, vu ce qui monte cette année, malgré sa grosse blessure et tout, chez Cecchinello, Marini, Zarco, excuse-moi, c'est très propre. C'est très très propre. Et on sait ce qu'apporte Marini en termes de développement.
Donc en fait, il faut par contre que tu investisses parce qu'il te faut 4 motos d'usine, parce qu'il faut que tu aies 2 mecs qui développent le plus la moto et une moto d'usine si tu veux que ça aide le team officiel. Mais si tu peux te faire un line-up de 4, Mir, Martin, Marini, Zarco, bah c'est incroyable. Pour moi, c'est un super quatuor. Vas-y. Et vas-y. je me mouille à la Maxime, mais si on a le team que tu viens de dire, pour moi, aujourd'hui, le moins bon, c'est Mir. Pour moi, non. Mais Non. Bah, pour moi. Non, il y a Marini, frère, respecte quand même. Ah, gros, Mir. bah, il a fait 7ème, il a vas-y, fait 7ème à Aragon et je pense que Marini a jamais fait 7ème sur la Honda. Hein. Mir, Ouais, tu lui mais- mets des petits trous, en vrai, il met une vitesse. Franchement. Ouais, voilà, faut lui mettre des petits trous. Mais non, non, tu respectes pas Mir. Tu vois, un gars qui aime autant les petites catégories, t'as vite oublié son talent quand il était en jeune. Mir. Ah, je sais, mais c'est dur, hein. Même cette dernière saison avec Suzuki. Ouais, c'est vrai que Suzuki, Ouais, il a un mais peu lâché c'est mentalement. particulier. Non, mais pour moi, c'est. Ouais, non. Marini, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un mec à sa place parce que il fait des choses qui sont très intéressantes et il développe la moto. Mais non, Mir, c'est chaud. Et Mais du je coup, vous avez comprends. pas cherché Acosta. Non, c'est. En fait, si tu mets. Pour moi, Acosta Martin, si tu mets de l'eau dans la bergerie, c'est ingérable. Non, mais c'est vrai. Tu te retrouves avec 2 mecs avec l'ego de la taille de Jupiter. T'es obligé de mettre un mur au milieu du stand à l'époque, comme à l'époque Rossi Lorenzo et tout. Vas-y, frère, c'est. Non, enfin, moi je suis. Si tu peux, c'est con de t'en empêcher. Et comme dit Léo, t'es obligé de casser des contrats et du coup ça te coûte de l'argent. Martin, il est là, il a envie de venir apparemment, il a pas de contrat, vas-y, prends-le. Enfin, ouais, non, moi ça. Moi je peux. Vu que Martin est dispo, je me fais pas chier à aller chercher Acosta. Ok. Peut-être je me trompe. Si là vous aviez un call à faire, genre une autre grosse surprise qui va arriver dans le mercato, sachant que je compte pas forcément Martin sur la Honda, qui paraît assez obvious aujourd'hui, ça serait quoi? Acosta chez Yam. Voilà, là. Ah, celui-là, je mets pas un centime. Hein. À la place de Rins. Ouah, tu dois casser le contrat d'Acosta et celui de Rins. Mec, Alors, le contrat d'Acosta, tu le le casses pas forcément parce que si KTM, le projet KTM s'arrête, tu le casses pas forcément. Oh, ça fait pas mal de si quoi. Oui, Quand non, même. mais bien sûr. Moi, je pense que le coéquipier de Toprak, ce sera Manu Gonzalez. Et qui vire les deux. Ça serait vraiment con, ça, tu vois. Ouais. Ça, je trouverais ça vraiment con, par contre. Ah ouais? Ah ouais. Là, tu vois, moi, si j'avais une take à Tu prendre. perds une comme ça- vraie ref. Tu perds une vraie ref sur la deuxième Yamaha, genre. C'est-à-dire que t'as 2 Yamaha ou t'as pas de ref. Mais ta rêve, c'est Oliveira, frère. Enfin. Mais non, mais Miller. pour moi, c'est tous les jours Oliveira qui saute. Pourquoi c'est Miller? C'est ça Mais que parce je qu'il a comprends pas de contrat, Miller, alors qu'Oliveira a un contrat. Et comme dit Léo, c'est chiant. Et là, Mais à un moment là donné, tout t'es ce que disent les une équipe insiders. de sport. Enfin, Non, mais c'est pas... Tout ce que disent les insiders, les vrais, disent que c'est Miller qui saute. Hein. Et je suis d'accord avec toi que c'est honteux vu le niveau des deux sur la saison. Vas-y Léo. Ouais. Donne-nous ta take. Moi, si j'avais une take à faire, mais j'y crois pas du tout, parce que Ducati est pas du tout dans ce mood-là, mais ça serait. Oh il non. casse le contrat d'Idja pour foutre Alex Marquez sur une officielle. Ah. Alors, moi Oui. j'y crois pas, pourquoi? Parce que. Donc, du coup, t'envoies Alex Marquez chez VR46. Non, du coup, tu donnes l'officiel à Grésini. Ce que j'allais te dire. Alors, ça, moi j'y crois pas. Alex Marquez chez VR46, ça existe pas. mais Ou moi. alors tu donnes une GP de l'année à Marquez l'année prochaine, je sais pas, mais. Pour moi, il n'y a aucun scénario où DJ il garde la moto de l'année. Enfin, pour moi, les 3 autres, et quand je dis les 3 autres, c'est Marquez, Alex Marquez, Aldeguer et Morbidelli méritent plus que lui. Après, peut-être Ouais, mais que. après, tu vois, peut-être déjà, il que- a 2 ans. Peut-être que si lui il avait une Mais c'est GP24 et que Morbidelli avait une GP25, les positions seraient inversées au championnat parce que la GP25 elle est beaucoup plus complexe que la GP24. Donc on peut pas savoir. Mais Le seul truc qui coince pour moi là-dessus, c'est que sûrement que VR46 doit payer pour avoir la moto de l'année. Et que Grésini a sûrement pas les sous pour la payer. Parce que Grésini, ça reste un petit team quand même. là c'est possible. Attention. Et que si VR46 ont signé pour avoir une moto de l'année sur plusieurs années, ils vont pas la sortir comme ça, tu vois. Ouais, Après, mais on se rappelle quand même du micmac avec Marquez où lui il voulait la moto de l'année, mais il voulait pas Pramac, il voulait à tout prix aller chez les rouges. Enfin, il a quand même aussi, j'ai pas envie de dire foutu la merde, mais Tu peux. mis Ducati dans une certaine incertitude. ouais, mais si t'es Alex Marquez, là, vu le niveau que t'as sur la moto de l'année dernière, est-ce que tu pousses vraiment pour avoir une moto de l'année? Je suis pas sûr. Hein.
Non, Quand même, tu veux, même, l'année en, prochaine, même, tu te en, retrouves avec la GP25. même, en hein. de- même en 2026, non mais laissez-moi la 24, laissez-la moi, c'est bon, je Oui, garde oui, la oui, oui, voilà. Même GP23, la GP23, ouais, vas-y, donne, c'est bon, t'inquiète. Peko, mais il va t'es- vouloir t'es- redescendre chez Grésini, gros, c'est... Tu proposes à Alex Marquez l'année prochaine la GP24 fin de saison ou la GP25 début de saison. Le choix, il réfléchit pas 2 secondes. Hein. Non, c'est sûr. C'est GP24 fin de saison. Ça c'est certain. Messieurs, cet épisode est beaucoup plus long que prévu, mais je pense que c'était assez intéressant. On espère que vous avez kiffé notre retour et surtout que je réussis à rester modéré sur Toprak. J'ai un peu de mal des fois parce que je l'aime beaucoup. Donc si j'en ai fait trop, n'hésitez pas à nous le dire aux commentaires. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le mercato, sur ce que vous attendez de la saison de Toprak, etc. C'est super intéressant. Moi, je suis tellement curieux, tellement hypé que genre, je suis chaud de discuter de ça au max du max. Léo, Maxime, merci beaucoup pour cet épisode, c'était très très cool ce petit one shot. Avec Peut-être plaisir. qu'on en refera si y a des grosses bombes qui tombent comme celle-ci. Je vous refais pas le topo pour nous dire où vous suivre parce que on s'en bat les couilles maintenant. et je vous dis à l'année prochaine. Je vous remercie encore à l'année prochaine. Allez, vas-y, n'importe quoi. Je vous remercie. Peut-être jamais d'ailleurs. Ouais, mais on sait pas. Merci encore Léo, Maxime et bisous à tout le monde. À la prochaine. Salut. Ciao. Congratulations! Oh, incroyable! Simoncelli fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi runs him out! Rossi